L'odeur de la terre humide montait encore des champs fraîchement labourés quand Amélie Dubois enfila ses chaussures de course ce 15 octobre 2005. Comme chaque jour depuis ses 16 ans, elle s'apprêtait à parcourir les sentiers familiers qui serpentaient autour de leur petite propriété aux abords de Chartres. Ses cheveux châtains dansaient dans la brise automnale, tandis qu'elle attachait la laisse de Bella, sa fidèle compagne. Une chienne croisée aux yeux vifs, qui partageait sa passion pour ses escapades quotidiennes. À 23 ans, Amélie incarnait la jeunesse tranquille de ces campagnes françaises où le temps semblait s'écouler différemment. Étudiante en littérature à l'université d'Orléans, elle rentrait chaque week-end dans la maison familiale, cette bâtisse de pierre blonde nichée au cœur des étendues céréalières. Sa mère, Françoise, l'observait depuis la fenêtre de la cuisine, un sourire tendre aux lèvres. Ces moments où sa fille préparait sa course avaient quelque chose de rituel, de rassurant dans leur répétition paisible. « Maman, j'ai fini mes devoirs de civilisation britannique », avait lancé Amélie en dévalant les escaliers ce matin-là, ses pas légers résonnant dans le couloir carrelé. « Je peux aider pour le déjeuner ?» Françoise avait acquiescé, heureuse de ces instants partagés où elles épluchaient les légumes du potager en parlant de tout et de rien. L'université, les professeurs parfois trop exigeants, les projets d'avenir encore flous mais emplis d'espoir. Thomas, son frère cadet de 2 ans, avait fait irruption dans la cuisine vers midi, ses cheveux ébouriffés par le travail aux écuries. « Tu viens à la foire de Maintenon samedi ?» avait-il demandé à sa sœur, les yeux brillants d'excitation. Pierre organise un concours de tir à la carabine et il paraît qu'il y aura des forains de Bretagne avec des manèges incroyables. Amélie avait ri de cette exubérance juvénile. Peut-être si j'arrive à finir ma dissertation sur Virginia Woolf. Mais tu sais que j'aime bien quand c'est vous, les hommes de la famille, qui gagnez les peluches pour moi. Thomas avait rougi, cette pudeur adolescente qui le rendait si attachant. L'après-midi s'était étiré doucement. Henri Dubois, le père, était rentré de sa tournée de représentant en fournitures agricoles vers 15 heures, la mine satisfaite d'une journée bien remplie. Les Lecomte vont enfin moderniser leur étable, avait-il annoncé à sa femme. C'est une bonne nouvelle pour toute la région. Ces conversations sur évolution des fermes environnantes, rythmaient leur quotidien. Cette appartenance à une communauté où chacun connaissait les joies et les peines de ses voisins. Amélie avait passé une partie de l'après-midi dans le jardin, assise sur la balancelle que son grand-père avait installée sous le tilleul. Bella sommeillait à ses pieds, tandis qu'elle relisait ses notes, le soleil d'octobre caressant ses pages. Il y avait dans ces moments une plénitude simple, cette harmonie entre les études qui ouvraient à son esprit et la terre natale qui nourrissait son âme. Vers 16 heures, elle s'était levée d'un bond. « Allez, ma belle, c'est l'heure de notre promenade !» avait-elle dit à Bella, qui avait immédiatement dressé les oreilles. Le rituel commençait toujours de la même façon. Amélie disparaissait dans sa chambre pour enfiler son survêtement bleu marine, celui que sa marraine lui avait offert pour ses 20 ans. Puis elle redescendait, attachait ses cheveux en queue de cheval haute et cherchait la laisse de Bella dans le tiroir de l'entrée. « Je reviens dans 1 heure, comme d'habitude. » avait-elle crié vers la cuisine où sa mère préparait déjà le goûter pour Thomas. 1h30 tout au plus quand elle prenait le grand circuit qui menait jusqu'à la lisière de la forêt des Bretômes. Françoise avait hoché la tête distraitement, habituée à ces départs quotidiens qui jalonnaient leur vie familiale depuis tant d'années. Le portail de fer forgé avait grincé légèrement quand Amélie l'avait poussé. « Ah, il faudra que papa pense à le huiler », s'était-elle dit en franchissant le seuil de la propriété. La route goudronnée s'étendait devant elle, bordée de peupliers dont les feuilles commençaient à prendre ces teintes dorées qui annonçaient novembre. Bella trottinait joyeusement à ses côtés, la truffe au vent, captant 1000 odeurs que seuls les chiens savent décrypter. Monsieur Gauthier, qui réparait la clôture de son pré, avait levé la main en signe de salut quand elles étaient repassées devant chez lui. « Belle journée pour courir, mademoiselle Amélie ?» avait-il lancé de sa voix rauque de fumeur. Elle avait répondu d'un geste amical, ce sourire spontané qui la caractérisait illuminant son visage.
Ces échanges du quotidien tissaient le lien social de leur petite communauté, cette bienveillance mutuelle qui faisait que personne ne se sentait vraiment seul. Le parcours habituel d'Amélie l'amenait d'abord le long de la départementale, sur environ 500 mètres, puis elle obliquait vers la droite pour emprunter le chemin des chênes, une voie de terre battue qui serpentait entre les parcelles cultivées. Était là que commençait vraiment sa course, sur ce terrain irrégulier qui sollicitait tous ses muscles et lui procurait cette sensation de liberté qu'elle chérissait par-dessus tout. Bella connaissait si bien l'itinéraire qu'elle prenait parfois les devants, s'arrêtant aux endroits stratégiques où sa maîtresse aimait faire une pause pour admirer le paysage. Aujourd'hui, le soleil déclinant transformait les chaumes en océans dorés, et les premières brumes de l'automne commençaient à s'élever des vallons humides. C'étaient ces instants-là qu'Amélie préférait, quand la nature semblait respirer avec elle, quand ses foulées se synchronisaient avec le rythme éternel de la campagne. Elle avait accéléré le pas en abordant la montée qui menait vers le petit bois de bouleau. Ses poumons se dilataient dans l'air frais, son cœur battait cette mesure régulière qui accompagnait ses meilleures performances. Demain, elle avait prévu de participer à la course organisée par l'association sportive de l'université. Rien de bien sérieux, mais ces défis amicaux entretenaient sa motivation et lui permettaient de rencontrer d'autres étudiants partageant sa passion pour la course à pied. Bella aboyait parfois après les corneilles qui s'envolaient à leur passage, mais sans méchanceté, plutôt par jeu. Ces oiseaux noirs faisaient la partie du décor, au même titre que les lièvres qui détalisaient dans les sillons ou les buses qui planaient au-dessus des champs en quête de mulots. Amélie connaissait par cœur cette faune familière, elle qui avait grandi en observant les saisons, transformé le paysage et renouvelé sans cesse le spectacle de la vie rurale. Le chemin bifurquait une nouvelle fois vers la gauche, longeant maintenant un petit cours d'eau que les anciens appelaient la Rouilleuse. Ses eaux claires chantonnaient sur les pierres, accompagnant la course d'Amélie d'une mélodie cristalline. Était son passage préféré, cet endroit où les saules pleureurs créaient une voûte naturelle et où l'on pouvait parfois apercevoir des hérons cendrés figés dans leur pêche patiente. Elle avait ralenti l'allure pour savourer ces quelques centaines de mètres enchanteurs, Bella haletant doucement à ses côtés. Dans 20 minutes, elle serait de retour à la maison, et Françoise aurait préparé ce chocolat chaud qu'Amélie appréciait tant après ses courses automnales. Thomas serait peut-être rentré de chez son ami Pierre, et ils passeraient la soirée à regarder un film en famille, ces moments simples qui construisent les plus beaux souvenirs. Mais alors qu'elle approchait du tournant qui devait la ramener vers le chemin du retour, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Une camionnette sombre était garée sur le bas-côté, moteur éteint, vitres teintées. Dans cette région où tout le monde se connaissait, la présence d'un véhicule inconnu ne passait jamais inaperçue. Amélie ralentit encore, une légère inquiétude pointant dans son esprit habituellement serein. Bella, elle, semblait soudain nerveuse, tirant sur sa laisse dans une direction opposée à leur parcours habituel. Ses oreilles étaient dressées, ses narines frémissaient, captant des informations que sa maîtresse ne pouvait décrypter. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle ?» murmura Amélie, caressant la tête de son animal. « On continue notre chemin, d'accord ?» Mais la chienne refusait d'avancer. Elle grondait sourdement, un son que sa maîtresse ne lui avait jamais entendu émettre. Cette attitude inhabituelle fit naître chez Amélie un malaise diffus, cette sensation primitive que quelque chose ne tournait pas rond. Le soleil baissait rapidement maintenant, et les ombres s'allongeaient entre les arbres, transformant le paysage familier en décor vaguement inquiétant. Elle décida de faire demi-tour, de rentrer par un autre chemin qu'elle connaissait aussi bien. Mais au moment où elle tirait doucement sur la laisse de Bella pour l'inciter à la suivre, une portière claqua dans son dos. Le bruit résonna étrangement dans le silence champêtre, comme une note discordante dans une symphonie pastorale. Amélie se retourna instinctivement, le cœur battant un peu plus fort. Un homme s'approchait d'elle. Il lui semblait l'avoir déjà vue quelque part, peut-être au marché de Chartres ou dans l'un de ces nombreux commerces que fréquentait sa famille. Il était de taille moyenne, les cheveux bruns grisonnants, vêtu d'un blouson de cuir qui avait connu des jours meilleurs. Son visage ne trahissait rien de particulier,
Ni menace, ni bienveillance. Juste une neutralité qui rendait difficile toute interprétation de ses intentions. « Excusez-moi. »« Mademoiselle » dit-il d'une voix posée, presque chaleureuse. « Je crois que je me suis perdu. Pourriez-vous m'indiquer la route de Maintenon ?» Sa demande paraissait anodine, le genre de question que se posent tous les automobilistes égarés dans le dédale des petites routes de campagne. Pourtant, quelque chose dans son attitude mettait Amélie mal à l'aise. Bella continuait de grogner, les poils du cou hérissés. Son instinct animal captait des signaux que l'intelligence humaine n'arrivait pas encore à interpréter clairement. Pour Maintenon, il faut remonter jusqu'à la départementale et tourner à gauche, répondit Amélie poliment, tout en reculant imperceptiblement. C'est à environ 10 km d'ici. L'homme hocha la tête, mais ne retourna pas vers sa camionnette. Il restait là, à quelques mètres d'elle, et Amélie sentit ses mains devenir moites malgré la fraîcheur de l'air. « Vous courez souvent dans le coin ?» demanda-t-il, avec ce qui aurait pu passer pour de la curiosité innocente. « C'est joli, cette campagne, très calme. » Cette remarque sur le calme des lieux fit frémir Amélie. Oui, C était calme. Trop calme peut-être. Ils étaient seuls sur ce chemin perdu, loin de toute habitation, loin de tout secours possible. Pour la première fois de sa vie, la jeune femme prit conscience de sa vulnérabilité, de cette solitude qui lui avait toujours paru si précieuse et qui, soudain, prenait des allures menaçantes. « Il faut que je rentre », dit-elle, d'une voix qu'elle s'efforçait de garder ferme. « Ma famille m'attend. » Elle fit mine de s'éloigner, mais l'homme fit un pas dans sa direction. Ce geste, apparemment anodin, déclencha chez Bella une réaction violente. La chienne se dressa sur ses pattes arrière, aboyant férocement, la laisse tendue à se rompre. Ce qui se passa ensuite reste flou dans la mémoire collective de cette journée maudite. Les témoins manquaient. Les caméras de surveillance n'existaient pas encore dans ces coins reculés, et seuls les arbres centenaires auraient pu raconter la vérité. Mais leur silence séculaire ne livrerait jamais les secrets de cette fin d'après-midi d'octobre où la paix d'un territoire préservé vola en éclats. Quand Françoise commença à s'inquiéter, vers 18 heures, elle scruta d'abord la route depuis la fenêtre de sa cuisine. L'obscurité gagnait du terrain et sa fille Anne était jamais rentrée si tard de ses courses. « Henri » appela-t-elle vers le salon où son mari regardait les informations. « Amélie n'est toujours pas rentrée. »« Ce n'est pas normal. » Henri consulta sa montre, fronça les sourcils. 2h30 était effectivement inhabituel pour leur fille si ponctuelle. « Elle a peut-être rencontré quelqu'un en chemin, » hasarda-t-il, mais sa voix trahissait déjà une pointe d'inquiétude. « Tu sais comme elle aime discuter avec les voisins ?» Thomas déboula dans la cuisine, les joues rougies par le froid extérieur. « Amélie n'est pas encore rentrée ?» s'étonna-t-il en constatant l'absence de sa sœur. « Elle devait m'aider pour mes maths ce soir. » Cette déception enfantine se transforma rapidement en préoccupation quand il vit l'expression de ses parents. Ils sortirent de tous les trois dans le jardin, appelant le nom d'Amélie vers les champs environnants. Leurs voix se perdaient dans l'immensité du paysage, avalées par le vent qui se levait avec la nuit. Aucune réponse ne leur parvint. Juste l'écho de leur angoisse grandissante qui rebondissait contre les murs de pierre des fermes voisines. C'est alors qu'ils la virent arriver. Bella trottait vers eux d'un pas incertain, la langue pendante, les pattes maculées de boue. Mais elle était seule. Sa laisse avait disparu, et son regard, d'ordinaire si joyeux, exprimait une détresse que les animaux ne savent pas feindre. Elle se dirigea directement vers Françoise, posa sa truffe humide contre ses jambes et émit une plainte sourde qui glaça le sang de toute la famille. « Où est Amélie, ma belle ?» murmura Thomas en caressant la chienne tremblante. « Où est notre Amélie ?» Mais Bella ne pouvait que gémir, ses yeux noirs implorant une aide qu'elle ne savait comment demander. Elle avait vécu quelque chose de terrible, cela se lisait dans chacun de ses gestes, dans cette façon qu'elle avait de sursauter au moindre bruit. Henri n'hésita plus. Il décrocha le téléphone et composa le numéro de la gendarmerie de Chartres. Sa voix tremblait légèrement quand il expliqua la situation à l'officier de permanence.
Une jeune femme qui ne rentrait pas de sa course quotidienne, sa chienne qui revenait seule et traumatisée, un retard inexpliqué dans une famille où la ponctualité était sacrée. Nous allons envoyer une patrouille immédiatement, assura le gendarme. En attendant, essayez de rassembler tout ce qui pourrait nous aider, vêtements qu'elle portait, parcours habituel, personnes qu'elle aurait pu croiser, et surtout, ne touchez à rien dans sa chambre. Nous aurons peut-être besoin d'indices. Ces mots, nous aurons peut-être besoin d'indices, résonnèrent dans la maison comme un glas. Ils transformaient d'un coup une simple inquiétude parentale en véritable cauchemar. Amélienne était plus juste en retard. Elle était officiellement portée disparue. Et avec cette qualification administrative, c'était tout un univers de peur et d'angoisse qui s'abattait sur la famille Dubois. Françoise s'effondra sur une chaise de cuisine, la tête entre les mains. 23 ans qu'elle chérissait cet enfant, 23 ans de bonheur partagé, de petits et grands moments qui composaient la trame d'une vie de famille épanouie. Et voilà que tout pouvait s'écrouler en quelques heures, emporté par un mystère dont il ne comprenait même pas les contours. Les premières sirènes se firent entendre au loin, déchirant le silence de la campagne endormie. Elles apportaient avec elles l'espoir d'une solution rapide, mais aussi la confirmation que quelque chose de grave venait de bouleverser à jamais la quiétude de leur petit coin de France. L'enquête commençait, et avec elle, une longue descente vers des abîmes d'angoisse que la famille Dubois n'avait jamais imaginé pouvoir côtoyer. Bella S. était pelotonnée dans son panier, mais ses oreilles restaient dressées, guettant un bruit familier qui ne viendrait pas. Elle était désormais le seul témoin de ce qui était passé dans la campagne chartraise ce 15 octobre 2005, mais son témoignage resterait à jamais muet, prisonnier de son cerveau animal incapable de traduire l'horreur en mots humains. L'aube du 16 octobre se leva dans une brume épaisse qui semblait vouloir dissimuler les secrets de la campagne. La maison des Dubois n'avait pas connu le sommeil. Françoise avait passé la nuit recroquevillée dans le fauteuil du salon, les yeux rivés sur la porte d'entrée, espérant contre toute logique voir apparaître sa fille avec une explication simple à son absence. Henri arpentait nerveusement la cuisine, le téléphone à la main, contactant tous leurs proches pour s'assurer qu'Améline S. était réfugiée nulle part sans les prévenir. Thomas, lui, S., était installé près de la fenêtre de sa chambre, scrutant inlassablement le chemin d'accès à leur propriété. À 19 ans, il découvrait brutalement que le monde pouvait être cruel, que la sécurité de leur cocon familial N était qu'une illusion fragile. Sa sœur, celle qui l'aidait dans ses devoirs, qui partageait avec lui les secrets de l'adolescence, qui représentait cette douceur féminine équilibrant la rudesse masculine de leur père, avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Le brigadier Morel arriva vers 6 heures du matin, accompagné de 2 collègues et d'un maître chien. C. était un homme d'expérience, qui avait déjà eu affaire à des disparitions inquiétantes. Mais rarement dans cette région si paisible, où les plus gros faits divers concernaient généralement des vols de matériel agricole ou des accidents de la circulation. Son visage buriné trahissait une gravité qui ne échappa pas aux parents d'Amélie. « Madame, Monsieur Dubois », commença-t-il d'une voix posée, « nous allons tout mettre en œuvre pour retrouver votre fille. Mais j'ai besoin que vous me racontiez précisément sa journée d'hier, depuis son réveil jusqu'à son départ pour la course. » Françoise se lança dans un récit détaillé, s'interrompant parfois pour préciser un détail qui lui semblait important, comme si chaque geste de sa fille pouvait contenir un indice crucial. « Elle était gaie, normale », insista-t-elle. « Nous avons préparé le déjeuner ensemble. Elle m'a parlé de ses cours, de ses projets pour le week-end. Rien, absolument rien ne laissait présager qu'elle puisse... » Sa voix se brisa. Henri prit sa main, la serra fort, puisant dans ce contact la force de continuer à répondre aux questions du gendarme. Le chien pisteur, un berger allemand répondant au nom de Rex, fut mis sur la piste d'Amélie grâce à un survêtement qu'elle portait fréquemment. L'animal renifla longuement le vêtement, puis se dirigea vers la sortie, entraînant son maître vers le portail de la propriété. Il suivit fidèlement le parcours habituel de la jeune femme,
confirmant qu'elle avait bien emprunté la route goudronnée puis le chemin des chênes. Monsieur Gauthier, le voisin qui réparait sa clôture, confirma avoir vu Amélie passer vers 16 heures. Elle m'a fait un signe de la main comme toujours, précisa-t-il aux enquêteurs. Elle avait l'air parfaitement normale, sa chienne trottinait à côté d'elle. Rien d'inhabituel dans son comportement. C était le dernier témoignage positif sur la jeune femme. Le dernier moment où sa vie suivait son cours ordinaire. Rex progressait méthodiquement, son museau collé au sol, reconstituant les dernières heures d'Amélie, pas à pas. Il quitta le chemin goudronné, s'engagea sur la terre battue du sentier familier, s'arrêta parfois pour renifler des buissons ou des arbres où la jeune femme avait pu faire une pause. Cette progression lente était un supplice pour la famille qui suivait à distance, espérant et redoutant à la fois ce que le chien pourrait découvrir. Arrivé près du petit cours d'eau, Rex marqua un arrêt prolongé. Il tourna en rond, manifestement troublé par des odeurs contradictoires. Son maître, l'adjudant Perrault, fronça les sourcils. « Il y a eu quelque chose d'inhabituel ici », annonça-t-il au brigadier Morel. « Le chien perd la piste, comme si elle avait été interrompue brutalement. » Ils fouillèrent minutieusement les abords de la rouilleuse. C'est Thomas qui remarqua le premier les traces de pneus sur le bas-côté boueux. Des empreintes larges, profondes, qui témoignaient du passage récent d'un véhicule lourd, probablement une camionnette ou un petit camion. Ces marques n'avaient rien d'anormal en soi dans cette région agricole, mais leur localisation exactement à l'endroit où Rex avait perdu la piste d'Amélie leur donnait une signification inquiétante. « Photographiez tout », ordonna le brigadier Morel. « Bah, et prenez des moulages de ces empreintes. On ne sait jamais. » Il se tourna vers Henri, qui contemplait ces traces avec une expression d'horreur grandissante. « Monsieur Dubois, votre fille avait-elle l'habitude de monter dans des véhicules, de faire du stop ?»« Jamais !» s'exclama Henri avec véhémence. Amélie était très prudente. Nous lui avions toujours enseigné à se méfier des inconnus. Et puis, elle faisait sa course quotidienne. Pourquoi aurait-elle eu besoin de monter dans une voiture? Cette question, pourtant logique dans le cadre de l'enquête, lui paraissait presque offensante, comme si on remettait en cause l'éducation qu'ils avaient donnée à leur fille. La nouvelle de la disparition se répandit dans la région avec la rapidité du vent d'automne. Les voisins affluèrent vers la propriété des Dubois, apportant leur soutien moral et leur aide pratique. Madame Leclerc, l'institutrice à la retraite qui avait eu Amélie comme élève, arriva avec un thermos de café et des sandwichs. « Il faut que vous gardiez des forces, » dit-elle à Françoise. « Amélie aura besoin de vous quand elle reviendra. » Plutôt que « si » réconforta momentanément les parents. Oui, leur fille allait revenir, il fallait y croire, il fallait maintenir cette espérance qui seule pouvait leur donner la force de traverser cette épreuve. Mais au fond de leur cœur, une petite voix cruelle commençait à souffler des hypothèses terrifiantes qu'ils s'efforçaient de repousser. L'après-midi du second jour vit arriver les premiers journalistes. Le fait divers local devenait une actualité régionale, et bientôt peut-être nationale si l'affaire ne trouvait pas rapidement sa conclusion. Henri détestait cette médiatisation, cette intrusion dans leur drame familial. Mais les gendarmes lui expliquèrent que la presse pouvait être un allié précieux pour retrouver Amélie. Plus il y aura de gens au courant de sa disparition, plus nous avons de chances qu'un témoin se manifeste, argumenta le brigadier Morel. Quelqu'un a peut-être vu quelque chose sans se rendre compte de son importance sur le moment. Henri finit par accepter de répondre aux questions des journalistes, sa voix se brisant parfois sur certains mots qui lui écorchèrent la gorge. « Amélie est une fille extraordinaire », déclara-t-il face aux caméras. « Elle étudie la littérature, elle rêve de devenir professeure, elle aime la nature et les animaux. Si quelqu'un l'a vue, si quelqu'un sait quelque chose, je le supplie de se manifester. Nous voulons juste qu'elle revienne à la maison. » Ces images feraient le tour de la région, toucheraient des milliers de téléspectateurs, mais aucun témoignage décisif n'en découlerait. Thomas, lui, refusait catégoriquement de s'exprimer devant les médias. Il avait barricadé sa chambre,
ne sortant que pour prendre des nouvelles de l'enquête ou pour participer aux battues organisées par les volontaires. Sa douleur était différente de celle de ses parents, plus sauvage, moins contrôlée. Il passait ses nuits à imaginer sa sœur prisonnière quelque part, appelant à l'aide, espérant que quelqu'un viendrait la sauver. Bella, quant à elle, avait complètement changé de comportement. La chienne jadis joyeuse et expansive était devenue craintive, sursautant au moindre bruit. Elle refusait de sortir seule dans le jardin, se collait constamment aux membres de la famille, comme si elle redoutait qu'eux aussi disparaissent soudainement. Les vétérinaires consultés expliquèrent qu'elle avait probablement été témoin de quelque chose de traumatisant. Mais aucun moyen n'existait pour la faire témoigner. Le troisième jour apporta un élément nouveau qui relança l'espoir tout en approfondissant le mystère. Un bénévole qui ratissait les abords de la Rouilleuse, en amont du lieu où Rex avait perdu la piste, découvrit accroché à une branche basse un morceau de tissu bleu marine. Étoffe correspondait exactement au survêtement qu'Amélie portait le jour de sa disparition, et l'analyse révéla des traces de son ADN. Cette découverte bouleversa les données de l'enquête. Si ce fragment de tissu se trouvait là, c'est qu'Amélie était passée par cet endroit, probablement en tentant de fuir à travers les buissons. Avait-elle essayé d'échapper à quelqu'un? Avait-elle été poursuivie dans cette végétation dense? Les questions se multipliaient, sans trouver de réponse satisfaisante. Cela confirme qu'elle n'est pas partie de son plein gré, déclara le brigadier Morel à la famille réunie dans leur salon. Amélie a tenté de résister, de s'échapper. C'est à la fois inquiétant et encourageant. Inquiétant parce que cela confirme qu'elle a été victime d'un acte malveillant, encourageant parce que cela prouve qu'elle se battait, qu'elle n'avait pas renoncé. Françoise serra contre elle une photo de sa fille, prise elle été précédent dans le jardin familial. Amélie y souriait, radieuse sous le soleil, Bella dans les bras, incarnant parfaitement cette joie de vivre qui la caractérisait. « Ma petite fille » murmura-t-elle, « ma courageuse petite fille ». Cette image de sa fille luttant contre un agresseur lui donnait à la fois de la fierté et une douleur insoutenable. Les battues s'intensifièrent, mobilisant désormais des centaines de bénévoles venus de toute la région. Agriculteurs, commerçants, retraités, étudiants, tous unis dans la même volonté de retrouver Amélie. Ils formaient des lignes humaines qui progressaient méthodiquement à travers champs, fouillant chaque bosquet, chaque fossé, chaque recoin où une jeune femme aurait pu être dissimulée. Parmi ces volontaires se trouvait un homme que personne ne remarquait particulièrement. De taille moyenne, la quarantaine, vêtu d'un anorak kaki et d'un bonnet de laine, il participait aux recherches avec un zèle qui aurait pu passer pour de la compassion. Michel Rousseau habitait seul dans une petite maison en bordure du village, une propriété héritée de ses parents décédés quelques années plus tôt. Homme discret, il travaillait comme livreur pour une coopérative agricole et croisait régulièrement les routes de campagne au volant de sa camionnette. Quand les gendarmes interrogèrent les habitants de la région, Michel se présenta spontanément pour témoigner. « J'ai l'habitude de circuler dans le secteur pour mon travail », expliqua-t-il au brigadier Morel. « Le 15 octobre, j'ai livré du fourrage chez les Moreau, pas très loin du chemin où la petite a disparu. Mais je n'ai rien remarqué d'anormal, malheureusement. » Son témoignage rejoignait celui de dizaines d'autres personnes qui fréquentaient régulièrement les environs. Rien dans son attitude ne le distinguait des autres témoins, cette sincérité apparente qui caractérise souvent ceux qui n'ont rien à cacher. Les enquêteurs notèrent ces déclarations sans y accorder d'attention particulière, submergés qu'ils étaient par la masse d'informations à traiter. Pourtant, si quelqu'un avait observé attentivement Michel Rousseau durant ses journées de recherche, il aurait peut-être remarqué certains détails troublants. Sa connaissance parfaite des moindres recoins de la campagne, par exemple, cette façon qu'il avait de se diriger instinctivement vers les endroits les plus reculés. Ou encore cette manie qu'il avait de scruter le visage des enquêteurs quand ils faisaient le point sur leurs découvertes, comme s'ils cherchaient à évaluer l'avancement de leurs investigations. Au 5e jour, l'espoir commença à s'effriter. Malgré l'ampleur des recherches, aucune trace supplémentaire d'Amélie n'avait été découverte.
Le fragment de tissu restait le seul indice tangible, et les pistes se révélaient les unes après les autres, infructueuses. La camionnette aperçue par quelques témoins demeurait introuvable, comme si elle était volatilisée dans la nature. « Il faut envisager toutes les hypothèses », déclara le capitaine Dubourg, qui avait pris la direction de l'enquête. Enlèvement crapuleux, agression sexuelle, mais aussi possibilité qu'Amélie ait voulu disparaître volontairement. Cette dernière suggestion fit bondir Henri. « Vous ne connaissez pas ma fille » s'exclama-t-il. « Jamais, vous m'entendez, jamais elle ne nous aurait fait une chose pareille. » Françoise approuva vigoureusement les protestations de son mari. Amélie était une jeune femme équilibrée, heureuse de vivre, qui entretenait d'excellentes relations avec sa famille. L'idée qu'elle ait pu organiser sa propre disparition relevait de l'absurdité la plus totale. Elle avait des projets, insista Françoise. Elle voulait finir ses études, elle parlait de voyager l'été prochain avec ses amis de l'université. Pourquoi aurait-elle tout abandonné? Les enquêteurs explorèrent néanmoins cette piste, interrogeant les amis d'Amélie, ses professeurs, fouillant dans sa correspondance et ses affaires personnelles. Ils ne découvrirent rien qui puisse étayer la thèse d'une fugue préméditée. Au contraire, tout dans la vie de la jeune femme témoignait d'un bonheur tranquille et d'un avenir soigneusement planifié. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. L'hiver s'installa sur la campagne chartraine, recouvrant d'un manteau blanc les champs où Amélie avait l'habitude de courir. La neige effaçait les dernières traces de cette journée maudite d'octobre, comme si la nature tentait d'oublier le drame qui avait souillé sa pureté. Dans la maison des Dubois, la vie avait pris un rythme différent, marqué par l'absence. Françoise avait arrêté de travailler, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que le sort de sa fille. Elle passait ses journées près du téléphone, espérant un appel des gendarmes, un miracle qui lui rendrait son enfant. Henri, lui, s'abrutissait dans le travail, acceptant toutes les tournées possibles pour échapper à cette maison où chaque objet lui rappelait Amélie. Thomas avait repris les cours, mais son rendement scolaire était effondré. Ses professeurs, informés de la situation familiale, faisaient preuve de compréhension. Mais ils ne pouvaient rien contre cette mélancolie profonde qui avait envahi l'adolescent. Il avait perdu sa confiance en l'avenir. Cette innocence qui fait croire aux jeunes gens que rien de vraiment grave ne peut leur arriver. Bella avait maigri, refusant souvent sa nourriture. Elle passait des heures couchée devant la porte de la chambre d'Amélie, comme si elle attendait le retour de sa maîtresse. Parfois, elle se dirigeait vers la sortie et regardait en direction du chemin, les oreilles dressées, avant de revenir s'allonger avec un soupir résigné qui fendait le cœur de toute la famille. Noël arriva, puis le Nouvel An, marquant cruellement l'écoulement du temps. La table familiale semblait immense, avec cette chaise vide qui rappelait constamment l'absence d'Amélie. Françoise avait préparé le repas par automatisme, mais personne n'avait vraiment faim. Ils mangèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées, unis dans la même douleur muette. « Il faut qu'on garde espoir », murmura Henri en trinquant mollement avec sa femme et son fils. 2006 nous ramènera peut-être notre Amélie, mais sa voix manquait de conviction. Comment croire encore au miracle après tant de semaines d'attente vaine? Comment continuer à espérer quand toutes les pistes étaient révélées des impasses? Michel Rousseau, lui, avait passé les fêtes seul dans sa petite maison, comme chaque année depuis la mort de ses parents. Il regardait parfois par sa fenêtre en direction de la propriété des Dubois, visible au loin par temps clair. Connaissait-il leur douleur? Ressentait-il de la compassion pour cette famille détruite? Ou bien contemplait-il simplement le résultat de ses actes avec cette froideur que seuls possèdent ceux qui ont franchi certaines limites? Les mois qui suivirent virent l'enquête se transformer progressivement en routine administrative. Les gendarmes continuaient leurs investigations, mais avec moins d'intensité, moins d'espoir aussi. D'autres affaires réclamaient leur attention, d'autres urgences mobilisaient leurs moyens. Le dossier Amélie Dubois rejoignit lentement la catégorie des cold cases. Ces enquêtes non résolues qui hantent les commissariats et rongent les familles. Pourtant,
Dans l'ombre, certains n'avaient pas renoncé. Le brigadier Morel, qui avait pris cette affaire à cœur, continuait de réfléchir aux éléments du dossier pendant ses heures de repos. Il y avait quelque chose qui lui échappait. Une pièce du puzzle qui lui permettrait de reconstituer le tableau complet de cette tragédie. Mais quoi? Quel détail avait-il négligé? Quel témoin n'avait pas dit toute la vérité? Elle était 2006, ramena les souvenirs. 1 an exactement après la dernière course d'Amélie, dans ces champs maintenant hantés par son absence. Françoise n'eut pas la force de sortir ce jour-là, enfermée dans sa chambre avec les albums photos de sa fille. Henri et Thomas firent le trajet jusqu'au lieu de disparition, déposèrent des fleurs près de la rouilleuse, prièrent en silence pour que leur petite Amélie trouve enfin la paix, où qu'elle soit. Ils ignoraient que, pas très loin de là, un homme les observait depuis sa camionnette garée en retrait. Michel Rousseau était venu lui aussi, attiré peut-être par un mélange malsain de culpabilité et de fascination. Voyait-il dans la douleur de cette famille le reflet de ses propres démons? Éprouvait-il des remords ou au contraire une satisfaction perverse devant l'ampleur des dégâts qu'il avait causés? L'automne 2006 marqua une étape symbolique douloureuse. Amélie aurait eu 24 ans le 15 octobre, exactement 1 an après sa disparition. Françoise avait malgré tout préparé un gâteau, allumé 24 bougies dans le salon familial. « Joyeux anniversaire, ma chérie », avait-elle murmuré en versant des larmes silencieuses. « Où que tu sois, sache que nous t'aimons et que nous ne t'oublierons jamais. » Cette cérémonie intime, chargée d'une émotion à l'état pur, marquait une forme d'acceptation de la réalité. Amélie ne reviendrait probablement jamais, mais son souvenir continuerait de vivre dans le cœur de ceux qui l'avaient aimée. Il fallait apprendre à vivre avec cette absence, à reconstruire un semblant de bonheur malgré le vide immense qu'elle avait laissé. Mais l'histoire d'Amélie Dubois était loin d'être terminée. Dans les bureaux de la gendarmerie de Chartres, un nouveau visage allait bientôt faire son apparition, porteur d'un regard neuf sur cette affaire qui semblait définitivement classée. Car parfois, il suffit d'une perspective différente, d'une approche innovante, pour faire ressurgir la vérité des profondeurs où elle était terrée. L'année 2010 s'ouvrit sur un hiver particulièrement rigoureux dans la région de Chartres. La neige recouvrait depuis des semaines les champs où Amélie Dubois avait disparu, effaçant sous son manteau immaculé les dernières traces visibles de ce drame qui continuait de hanter une famille et toute une communauté. 5 années étaient écoulées depuis cette journée maudite d'octobre 2005. 5 années de questionnement, d'espoir déçu et de résignation progressive. Dans la maison des Dubois, l'ambiance avait évolué vers une forme d'acceptation douloureuse. Françoise avait repris une activité professionnelle à temps partiel, trouvant dans le contact avec d'autres personnes un moyen de supporter le poids de l'absence. Henri était plongé dans la rénovation de leur propriété, comme si transformer les lieux pouvait atténuer les souvenirs trop lourds à porter. Thomas, devenu un jeune homme de 24 ans, l'âge qu'aurait eu sa sœur, avait choisi de s'installer à Orléans pour ses études d'ingénieur, fuyant inconsciemment cette campagne trop chargée d'émotions. Bella avait vieilli prématurément, ses poils grisonnants témoignant autant des années écoulées que du traumatisme qu'elle avait vécu. Elle ne courait plus, préférant de courtes promenades dans le jardin familial aux longues escapades d'autrefois. Parfois, elle levait encore la tête vers le chemin, les oreilles dressées, mais ces moments d'espoir se faisaient de plus en plus rares. C'est dans ce contexte que le lieutenant Éric Mallard fit son entrée dans l'histoire. Jeune officier de 32 ans, spécialisé dans les affaires non résolues, il avait été affecté à la gendarmerie de Chartres, avec pour mission de réexaminer les cold cases les plus marquants de la région. Son approche méthodique et son regard neuf sur des dossiers que ses collègues connaissaient de par cœur avaient déjà permis de résoudre plusieurs enquêtes qui semblaient définitivement classées. Le dossier Amélie Dubois attira immédiatement son attention. Non pas seulement par l'émotion qu'il dégageait, mais par certaines incohérences qui lui sautèrent aux yeux dès sa première lecture. Pourquoi n'a-t-on jamais identifié formellement cette camionnette aperçue par plusieurs témoins ? Se demanda-t-il en parcourant les dépositions.
Et surtout, pourquoi n'a-t-on jamais poussé plus loin l'investigation sur les habitants de la région qui possédaient ce type de véhicule? Il commença par reconstituer minutieusement le dossier, reprenant chaque témoignage, chaque élément matériel, chaque piste explorée, puis abandonnée. Son bureau se transforma progressivement en centre névralgique de l'enquête, les murs se couvrant de photos, de plans, de schémas tentant de reconstituer les dernières heures d'Amélie Dubois. Une liste retint particulièrement son attention, celle des propriétaires de camionnettes dans un rayon de 20 km autour du lieu de disparition. En 2005, cette liste avait été établie, mais l'enquête S était rapidement orientée vers d'autres pistes, notamment celle d'un agresseur extérieur à la région. Mallard décida de reprendre systématiquement chaque nom, chaque véhicule, chaque alibi. Michel Rousseau figurait en bonne place sur cette liste. Mallard nota que l'homme avait été interrogé dès les premiers jours de l'enquête, qu'il s'était montré coopératif, qu'il avait même participé au battu. Trop coopératif, peut-être? S'interrogea le lieutenant. Son expérience lui avait appris que les vrais coupables adoptaient souvent cette stratégie, se mêlant aux recherches pour mieux détourner les soupçons. Il décida de mener discrètement sa propre enquête sur Michel Rousseau. L'homme vivait seul, travaillait comme livreur pour la coopérative agricole de la région, menait une existence apparemment sans histoire. Mais en creusant davantage, Mallard découvrit quelques éléments troublants. En 1998, une plainte avait été déposée contre lui par une jeune femme qui l'accusait de l'avoir suivi et importuné. L'affaire avait été classée sans suite, faute de preuves suffisantes, mais elle révélait un comportement pour le moins dérangeant. Plus récemment, en 2007, une vendeuse d'un magasin de Chartres avait signalé qu'un homme correspondant au signalement de Michel Rousseau l'avait mise mal à l'aise par ses regards insistants et ses questions personnelles. Là encore, rien de suffisant pour engager des poursuites, mais ces incidents répétés dessinèrent le portrait d'un individu au comportement limite envers la gent féminine. Mallard comprit qu'il ne pourrait pas aborder frontalement Michel Rousseau sans risquer de le braquer ou de l'alerter. Il lui fallait une stratégie plus subtile, un moyen d'obtenir des preuves concrètes sans éveiller les soupçons. C'est alors qu'il eut l'idée de contacter la coopérative agricole où travaillait l'homme. Monsieur Duval, le gérant de la coopérative, se montra très coopératif quand Mallard lui expliqua discrètement la situation. « Michel Rousseau ?» répéta-t-il, fronçant les sourcils. « C'est un employé correct, ponctuel, qui fait son travail sans faire de vagues. Mais maintenant que vous me le dites, il y a eu quelques remarques de clientes qui le trouvaient, comment dire, un peu insistant dans ses questions personnelles. Cette information confirma les soupçons de Mallard. Il expliqua à Duval qu'il avait besoin de son aide pour une opération délicate. « Je voudrais qu'une de vos employées, quelqu'un de confiance, observe discrètement Michel Rousseau et tente d'obtenir quelque chose qui pourrait nous servir pour une analyse ADN. Un mégot de cigarette, un gobelet usagé, n'importe quoi qu'il aurait touché et abandonné. » Duval désigna immédiatement Claire Moreau, une employée de 45 ans qui travaillait à la comptabilité et jouissait de sa confiance absolue. « Claire est intelligente et discrète, » assura-t-il. « Si quelqu'un peut vous aider sans se faire remarquer, c'est bien elle. » Quand Mallard lui expliqua la situation, Claire accepta immédiatement de participer à cette opération délicate. « Cette pauvre petite Amélie, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « J'ai une fille de son âge. Je ne peux pas imaginer ce que vivent ses parents. Si je peux contribuer à faire éclater la vérité, je le ferai. » Mallard lui donna des consignes précises. Observer Michel Rousseau sans attirer son attention, noter ses habitudes et surtout, récupérer discrètement tout objet qu'il pourrait abandonner. Pendant plusieurs semaines, Claire joua son rôle à la perfection. Elle observa que Michel Rousseau déjeunait toujours seul dans un coin reculé de la cantine, qu'il évitait les conversations avec ses collègues, qu'il semblait perpétuellement sur ses gardes. Son comportement n'avait rien d'amical, mais rien de franchement suspect, non plus pour quelqu'un qui ne le connaissait pas bien. L'occasion tant attendue se présenta un mardi après-midi de mars 2010. Michel Rousseau avait pris sa pause dans la cour de la coopérative.
fumant une cigarette appuyée contre sa camionnette. Claire, qui faisait semblant de trier des documents près d'une fenêtre, le vit jeter son mégot dans une poubelle et éloigner pour reprendre son travail. Le cœur battant, elle attendit que la voie soit libre avant de se précipiter vers la poubelle. Le mégot était là, encore légèrement humide, portant les traces de salive qui permettraient d'extraire l'ADN de Michel Rousseau. Claire l'enveloppa soigneusement dans un mouchoir en papier et le glissa dans une enveloppe qu'elle avait préparée à cet effet. Quelques minutes plus tard, elle téléphonait discrètement à Mallard. « J'ai ce qu'il vous faut », dit-elle simplement. Le lieutenant ressentit une bouffée d'excitation mêlée d'appréhension. Il tenait enfin un élément tangible qui pourrait faire progresser l'enquête. Mais il savait aussi que cette analyse ADN serait décisive. Si elle s'avérait négative, il faudrait probablement tourner la page définitivement sur cette piste. L'échantillon fut envoyé au laboratoire de police scientifique de Paris avec la mention « urgent ». En parallèle, Mallard demanda qu'on compare cet ADN avec tous les indices récoltés sur la scène de disparition d'Amélie Dubois. Le fragment de tissu accroché à la branche, quelques cheveux retrouvés sur place, et surtout des traces biologiques microscopiques prélevées sur la laisse de Bella, retrouvée près de la rouilleuse. L'attente fut insoutenable. 10 jours s'écoulèrent avant que le laboratoire ne rappelle. Mallard décrocha son téléphone avec une appréhension qu'il n'avait jamais ressentie dans sa carrière. « Lieutenant Mallard, ici le docteur Lemoine, du laboratoire de police scientifique, concernant votre demande d'analyse ADN. » Le médecin légiste marqua une pause qui parut durer une éternité. « Nous avons une correspondance positive. L'ADN prélevé sur le mégot de cigarette correspond aux traces biologiques retrouvées sur la laisse du chien. La probabilité d'erreur est inférieure à 1 sur plusieurs millions. » Mallard sentit ses jambes se dérober sous lui. Après 5 années d'investigation infructueuse, il tenait enfin la preuve qu'il cherchait. Michel Rousseau avait bien été en contact avec la laisse de Bella le jour de la disparition d'Amélie. Cela ne prouvait pas encore qu'il était l'auteur de l'enlèvement, mais cela en faisait désormais le suspect numéro 1. « Docteur Lemoine », demanda Mallard d'une voix qu'il s'efforçait de contrôler. « Avez-vous d'autres correspondances avec les autres indices prélevés sur la scène ?» La réponse ne se fit pas attendre. « Oui, lieutenant. Nous avons également des correspondances partielles avec des traces prélevées sur le fragment de tissu. L'ensemble de ces éléments confirme que votre suspect était présent sur les lieux au moment des faits. » Mallard raccrocha et resta quelques minutes immobile dans son bureau, assimilant l'énormité de cette révélation. Il tenait enfin l'assassin d'Amélie Dubois. Mais maintenant, il fallait agir avec une prudence extrême. Michel Rousseau ne devait surtout pas se douter qu'il était soupçonné, au risque de voir disparaître les derniers indices ou, pire encore, de le voir s'enfuir. Il constitua discrètement une équipe de surveillance rapprochée. 3 gendarmes en civil se relayèrent pour observer les moindres faits et gestes de Michel Rousseau, notant ses horaires, ses habitudes, ses contacts. L'homme menait une vie d'une régularité métronomique. Travail le matin, déjeuner seul, livraison l'après-midi, retour chez lui vers 18 heures. Le week-end, il sortait peu, se contentant de faire ses courses et de bricoler dans son jardin. Cette surveillance révéla un détail troublant. Chaque 15 octobre, date anniversaire de la disparition d'Amélie, Michel Rousseau modifiait sa routine. Il terminait plus tôt son travail et se rendait en camionnette dans les environs du lieu de disparition, où il restait 1 ou 2 heures avant de rentrer chez lui. Ce pèlerinage macabre sur les lieux de son crime confirma définitivement aux yeux de Mallard qu'il tenait le bon coupable. Restait maintenant la question la plus délicate. Comment l'amener à avouer ? Car malgré les preuves ADN, l'enquête manquait encore d'éléments concrets sur les circonstances exactes de la disparition d'Amélie et, surtout, sur le lieu où se trouvait son corps. Mallard savait que seuls les aveux de Michel Rousseau permettraient à la famille Dubois de faire enfin leur deuil et de donner une sépulture digne à leur fille. Il décida d'organiser une confrontation minutieusement préparée. Michel Rousseau serait convoqué officiellement pour un complément d'enquête sur l'affaire Dubois,
sans qu'il sache que les gendarmes détenaient désormais des preuves formelles de sa culpabilité. L'objectif était de le déstabiliser progressivement, de lui faire comprendre que le piège se refermait sur lui, jusqu'à ce qu'il craque et révèle enfin la vérité. Le jour J fut fixé au 22 mars 2010, un lundi matin. Michel Rousseau reçut une convocation officielle pour se présenter à la gendarmerie de Chartres à 14 heures, dans le cadre de l'enquête sur la disparition de mademoiselle Amélie Dubois. Quand il lut cette convocation, eut-il un pressentiment? Comprit-il que son secret vieux de 5 ans était sur le point d'être découvert? Mallard avait soigneusement préparé cette confrontation. Il avait rassemblé tous les éléments du dossier, constitué un argumentaire implacable, anticipé les réactions possibles de Michel Rousseau. Mais il savait aussi que rien était joué d'avance. Certains criminels ne craquent jamais, préférant nier l'évidence plutôt que d'avouer leurs actes. Michel Rousseau serait-il de ceux-là? Ou bien la pression des preuves finirait-elle par avoir raison de ses résistances? L'heure de vérité approchait. Après 5 années d'attente, la famille Dubois allait peut-être enfin connaître la vérité sur le sort de leur Amélie. Mais cette vérité, ils l'appréhendaient autant qu'ils la souhaitaient, car elle signerait définitivement la fin de leurs derniers espoirs et l'entrée dans une nouvelle phase de leur deuil. Une phase où il faudrait apprendre à vivre non plus avec l'espoir, mais avec la certitude de la perte et la nécessité du pardon. Le lundi 22 mars 2010, à 14 heures précises, Michel Rousseau poussa la porte de la gendarmerie de Chartres. Il portait une veste de cuir marron par-dessus un pullover beige, tenue sobre qui ne le distinguait en rien des autres visiteurs occasionnels de ses locaux administratifs. Seul son regard, légèrement fuyant, et cette façon qu'il avait de serrer et desserrer nerveusement les poings, trahissaient une tension intérieure que le lieutenant Mallard remarqua immédiatement. « Monsieur Rousseau, merci d'être venu », dit Mallard en l'accueillant avec une courtoisie de façade. « Nous avons quelques questions supplémentaires concernant l'affaire Amélie Dubois. Vous savez, parfois, avec le recul, certains détails oubliés peuvent revenir en mémoire. » Michel acquiesça d'un hochement de tête, mais ses mains moites trahissaient un malaise grandissant. La salle d'interrogatoire était volontairement austère. 4 murs blancs, une table métallique, 3 chaises et un magnétophone. Mallard s'assit face à Michel, un épais dossier posé devant lui, tandis que l'adjudant Perrault prenait place légèrement en retrait. Cette configuration spatiale, soigneusement étudiée, était conçue pour créer un sentiment d'isolement chez l'interrogé. « Monsieur Rousseau, » commença Mallard d'une voix posée, « vous vous souvenez certainement de cette journée du 15 octobre 2005 ? Vous nous aviez déclaré avoir effectué des livraisons dans la région, notamment chez les Moreau. Pouvez-vous nous refaire le détail de votre parcours ce jour-là » Michel se lança dans un récit identique à celui qu'il avait fait 5 ans plus tôt, preuve qu'il avait probablement répété cette version officielle de nombreuses fois dans sa tête. Mallard, elle, écouta attentivement, notant chaque détail, chaque hésitation. Puis il ouvrit son dossier et en sortit une série de photographies. « Reconnaissez-vous cet endroit ?» demanda-t-il en montrant un cliché du chemin où Amélie avait disparu. Michel observa l'image quelques secondes de trop, trahissant une familiarité suspecte avec les lieux. « Oui, c'est sur ma route habituelle, » finit-il par répondre. « Votre route habituelle, » répéta Mallard pensif. « Pourtant, d'après nos vérifications, vous n'aviez aucune livraison prévue dans ce secteur le 15 octobre 2005. » Le mensonge était subtil mais efficace. Michel se troubla, chercha ses mots, tenta de se justifier en évoquant un détour qu'il aurait fait pour éviter des travaux sur la route principale. Mallard sortit alors une seconde photographie, celle du fragment de tissu retrouvé accroché à la branche. « Vous souvenez-vous de cet indice, monsieur Rousseau ?» Il appartenait au survêtement qu'Amélie portait le jour de sa disparition. Michel contempla l'image et, pour la première fois, Mallard décela une lueur d'inquiétude dans son regard. « Non, je ne vois pas, » marmonna-t-il. Le lieutenant laissa s'installer un silence pesant avant de reprendre. « Monsieur Rousseau, nous avons fait de nouvelles analyses sur les indices récoltés en 2005.
des analyses ADN très poussées, avec des techniques qui n'existaient pas à l'époque. Michel pâlit visiblement. Ses mains commencèrent à trembler légèrement. « Je ne comprends pas où vous voulez en venir, » bégaya-t-il. « Oh, je pense que vous comprenez très bien, » répliqua Mallard en sortant un rapport d'expertise. « Voyez-vous, nous avons retrouvé des traces biologiques sur la laisse de Bella, la chienne d'Amélie. Des traces qui ne correspondent ni à la jeune femme, ni à sa famille, ni à aucun des témoins interrogés à elle époque. » Il marqua une pause théâtrale. « Mais elles correspondent parfaitement à votre profil génétique. » Michel Rousseau eut l'impression que le sol se dérobait sous lui. 5 années durant, il avait cru que son secret était à l'abri, que les enquêteurs avaient définitivement renoncé à résoudre cette affaire. Il avait même fini par se persuader qu'il s'en était sorti, que la vie pouvait reprendre son cours normal. Et voilà que la science le rattrapait, révélant des preuves qu'il pensait avoir effacées. « Comment avez-vous obtenu mon ADN » demanda-t-il d'une voix blanche, tentant encore de gagner du temps. Mallard sourit froidement. « Disons que vous n'êtes pas assez prudent avec vos mégots de cigarettes, monsieur Rousseau. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir comment votre ADN s'est retrouvé sur les affaires d'Amélie Dubois. » Elle, Étau, se resserrait inexorablement. Michel sentait la sueur perler sur son front malgré la fraîcheur de la pièce. Ses pensées se bousculaient, cherchant désespérément une explication plausible, un mensonge crédible qui pourrait encore le sauver. Mais face à l'évidence scientifique, tous ces stratagèmes écroulaient les uns après les autres. « Peut-être l'ai-je croisée sur la route » hasarda-t-il faiblement. « Elle m'aura demandé son chemin. J'aurais touché sa laisse en caressant son chien. » Cette explication bancale ne trompa personne. Mallard secoua la tête avec une expression de dépit. « Monsieur Rousseau, nous savons que vous étiez là. Nous savons que vous avez été en contact avec Amélie et sa chienne. La question n'est plus de savoir si vous êtes coupable, mais de comprendre exactement ce qui s'est passé ce jour-là. » Le silence qui suivit parut durer une éternité. Michel fixait ses mains posées sur la table. Ses mains qui avaient commis l'irréparable 5 ans plus tôt. Dans sa tête, les images de cette journée maudite remontaient malgré lui à la surface. Amélie qui courait insouciante sur le chemin, sa beauté qui l'avait fasciné, cette pulsion incontrôlable qui s'était emparée de lui. « Elle était si belle », murmura-t-il soudain, comme s'il se parlait à lui-même. « Tous les jours, je la voyais passer avec son chien, toujours souriante, toujours radieuse. J'aurais juste voulu lui parler, la connaître. » Sa voix se brisa. Mallard et Perrault échangèrent un regard. Michel Rousseau venait de franchir une ligne. Il commençait à avouer. « Que s'est-il passé ce 15 octobre, Michel ?» demanda doucement Mallard, adoptant volontairement le prénom pour créer une fausse intimité. « Racontez-nous, vous vous sentirez mieux après. » Cette technique psychologique, classique mais efficace, visait à présenter les aveux comme une libération plutôt que comme un piège. Michel leva les yeux vers le lieutenant. Pour la première fois depuis 5 ans, quelqu'un connaissait son secret. Cette solitude qu'il avait portée comme un fardeau, cette culpabilité qui le rongeait chaque nuit, tout cela pouvait enfin sortir au grand jour. « J'ai voulu l'aborder », commença-t-il d'une voix à peine audible. « Juste lui parler, rien de plus. » Mais elle a eu peur. Son chien s'est mis à aboyer, et ensuite, l'encouragea Mallard, sentant que les digues étaient sur le point de céder. Michel se prit la tête entre les mains. Tout s'est passé si vite. Elle a voulu s'enfuir, elle a crié. J'ai paniqué, j'ai juste voulu la faire taire pour qu'elle ne révèle pas que j'y étais là. Sa voix se perdit dans un sanglot étouffé. Les aveux continuèrent, laborieux, entrecoupés de silence et de larmes. Michel Rousseau raconta comment il avait suivi Amélie jusqu'au bosquet près de la Rouilleuse. Comment il l'avait abordée avec ses questions sur la route de Maintenon. Comment la jeune femme avait tenté de échapper en comprenant que ses intentions, étaient pas innocentes. Comment Bella était interposée, mordant et griffant pour défendre sa maîtresse. « Je n'ai jamais voulu lui faire du mal », répétait-il inlassablement. « Je voulais juste qu'elle m'écoute, qu'elle comprenne que je était pas méchant. » Mais elle se débattait, elle criait.
Et moi, j'avais peur qu'on nous entende. Cette version des faits, classique chez les criminels qui tentent de minimiser leurs actes, ne trompait pas les enquêteurs expérimentés. Mallard l'amena progressivement vers la question cruciale. Où est Amélie maintenant? Michel? Sa famille a le droit de savoir, de pouvoir faire son deuil correctement. Cette demande toucha une corde sensible chez Michel Rousseau. Lui, qui n'avait jamais eu d'enfant, il pouvait imaginer la douleur des parents Dubois, cette attente insoutenable qui durait depuis 5 ans. Dans la vieille carrière abandonnée, murmura-t-il finalement, celle qui se trouve derrière la ferme des Moreau. J'ai creusé, j'ai essayé de faire les choses proprement. Ces mots, prononcés dans un souffle, signaient définitivement les aveux de Michel Rousseau et révélaient enfin le sort d'Amélie Dubois. Mallard ressentit un mélange de satisfaction professionnelle et de tristesse profonde. Satisfaction d'avoir enfin résolu cette enquête qui le hantait depuis des mois. Tristesse de confirmer ce que tout le monde redoutait. Amélie était bien morte ce 15 octobre 2005, victime d'un homme qui prétendait l'admirer, mais qui l'avait détruite par son égoïsme et sa lâcheté. « Nous allons devoir procéder à votre arrestation, monsieur Rousseau », annonça-t-il en se levant. « Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et homicide sur la personne d'Amélie Dubois. » Michel ne protesta pas, comme soulagé que ce long mensonge prenne enfin fin. Il se laissa passer les menottes sans résistance, vidé de toute énergie par ses aveux qui l'avaient libéré d'un poids immense. L'information fut immédiatement transmise au procureur de la République et une équipe de la police scientifique fut dépêchée vers la carrière abandonnée mentionnée par Michel Rousseau. Mallard, lui, avait une mission plus délicate encore, annoncer la nouvelle à la famille Dubois. Comment dit-on à des parents que leur enfant est morte? Comment leur apprend-on qu'un homme qu'ils connaissaient de vue l'a tué par simple caprice? Il se rendit directement chez les Dubois, accompagné d'un psychologue et d'un médecin. Françoise ouvrit la porte, et en voyant l'expression grave du lieutenant, elle comprit immédiatement. « Vous l'avez retrouvé ?» dit-elle simplement, sans poser de questions sur son état. Henri apparut derrière elle, et Thomas, prévenu par téléphone, arriva quelques minutes plus tard de son appartement d'Orléans. « Nous avons arrêté l'assassin de votre fille », annonça Mallard sans détour. « Il s'appelle Michel Rousseau, il habite dans votre commune. Il a avoué et nous a indiqué où se trouve Amélie. » Le mot « corps » resta bloqué dans sa gorge, par respect pour cette famille qui avait déjà tant souffert. Françoise s'effondra dans les bras de son mari. 5 années d'espoir venaient de S écrouler définitivement. Mais avec cette douleur immense venait aussi un soulagement. Ils savaient enfin. Plus d'incertitude, plus d'attentes vaines, plus de faux espoirs. Leur fille était morte. Ils pourraient enfin commencer vraiment leur deuil et lui offrir la sépulture qu'elle méritait. « Michel Rousseau ?» répéta Henri, incrédule. « Mais nous le connaissons. Il participait aux recherches. Il nous a même apporté son soutien. » Cette révélation ajoutait une dimension perverse au drame. L'assassin de leur fille avait eu l'audace de venir les consoler, de jouer la comédie de la compassion alors qu'il était l'auteur de leur malheur. Thomas serra les poings, une colère froide s'emparant de lui. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « En détention provisoire », répondit Mallard. « Il sera jugé pour ses actes, soyez-en certains, la justice suivra son cours. Mais pour l'instant, l'important était de permettre à cette famille de retrouver leur fille et de lui dire un dernier adieu. » Les recherches dans la carrière abandonnée durèrent 2 jours. C'est finalement un chien spécialisé dans la recherche de restes humains qui localisa précisément l'endroit où Michel Rousseau avait enterré Amélie. Les restes de la jeune femme furent exhumés avec toutes les précautions requises, permettant aux experts de confirmer formellement son identité et les circonstances de sa mort. L'autopsie révéla qu'Amélie était décédée d'un traumatisme crânien, probablement causé par une chute violente contre une pierre lors de sa tentative de fuite. Cette conclusion apporta un maigre réconfort aux parents. Leur fille n'avait pas souffert longtemps. Sa mort avait été relativement rapide. Michel Rousseau N était un meurtrier, pas un tortionnaire.
Les funérailles d'Amélie Dubois eurent lieu un mois plus tard, dans l'église de leur petit village. Toute la communauté était présente, unie dans la même émotion face à cette jeune vie fauchée trop tôt. Françoise, Henri et Thomas purent enfin dire au revoir à leurs filles et sœurs, lui offrir cette cérémonie d'adieu qu'ils avaient espérée pendant 5 longues années. Bella était là aussi, vieillie et affaiblie, mais présente pour accompagner une dernière fois sa maîtresse bien-aimée. Elle semblait comprendre que ce jour marquait la fin d'une attente, le début d'une nouvelle époque où il faudrait apprendre à vivre avec les souvenirs plutôt qu'avec l'espoir. Le procès de Michel Rousseau se déroula 6 mois plus tard. Face à ses juges, il maintint sa version des faits. Il n'avait jamais voulu tuer Amélie. Tout s'était passé trop vite. C était un accident. Mais ses explications convainquirent peu la cour, qui retint contre lui les charges d'enlèvement et d'homicide volontaire. Il fut condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Pendant le procès, la famille Dubois découvrit d'autres aspects troublants de la personnalité de Michel Rousseau. Plusieurs femmes témoignèrent de son comportement inapproprié, de ses regards insistants, de ses questions indiscrètes. Un portrait se dessinait, celui d'un homme aux pulsions mal contrôlées, qui avait fini par passer à l'acte avec des conséquences tragiques. « Pourquoi notre fille ?» demanda Françoise lors de sa déposition. « Pourquoi Amélie ?» Michel Rousseau baissa les yeux, incapable de répondre à cette question qui résumait toute l'absurdité de son geste. Il n'y avait pas de raison valable, pas d'explication rationnelle. Juste la pulsion d'un moment qui avait détruit 2 vies, celle d'Amélie et, d'une certaine façon, la sienne. Aujourd'hui, 15 ans après les faits, la plaie s'est en partie refermée pour la famille Dubois. Françoise a repris goût à la vie, s'investissant dans des associations d'aide aux familles de victimes. Henri a pris sa retraite et cultive le jardin qu'Amélie aimait tant. Thomas est devenu ingénieur, s'est marié, a eu des enfants qu'il élève dans le souvenir de sa sœur disparue. Bella s'est éteinte paisiblement 3 ans après les funérailles, comme si elle avait attendu d'avoir accompli sa mission de garder vivant le souvenir de sa maîtresse. Elle repose maintenant près de la tombe d'Amélie, fidèle compagne jusque dans la mort. Michel Rousseau purge sa peine dans une prison du centre de la France. Il n'a jamais exprimé de véritable remords, se contentant de répéter qu'il n'avait jamais voulu que ça se passe comme ça. Son narcissisme et son incapacité à accepter la gravité de ses actes en font un détenu peu apprécié de ses codétenus et des surveillants. Cette histoire nous rappelle que le mal peut se cacher derrière les visages les plus ordinaires, que la barbarie peut surgir dans les endroits les plus paisibles. Mais elle nous enseigne aussi que la vérité finit toujours par triompher, que la science et la persévérance des enquêteurs peuvent révéler les secrets les mieux gardés. Amélie Dubois n'est plus, mais son souvenir continue de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont aimée. Sa mort a changé à jamais une famille et une communauté, leur rappelant la fragilité de l'existence et l'importance de chérir chaque moment de bonheur. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait écho aux peurs et aux espoirs qui nous habitent tous, n'hésitez pas à partager votre émotion en commentaire, car c'est en parlant de ces drames, en les gardant vivants dans notre mémoire collective, que nous rendons hommage aux victimes et que nous affirmons notre refus de l'oubli. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies qui questionnent notre époque et notre humanité. Likez cette vidéo si elle vous a ému, car votre soutien nous encourage à continuer ce travail de mémoire et de vérité. L'histoire d'Amélie Dubois se termine ici, mais son message d'espoir et de résistance face à l'adversité continuera de résonner longtemps dans nos